Bonjour, c'est la deuxième séance de l'histologie animale. On va continuer le premier chapitre, continuer avec la classification des épithéliums. Nous avons dit la dernière fois que les épithéliums sont classifiés selon plusieurs critères, y compris la forme des cellules, le nombre de couches et encore la présence des différenciations au niveau du domaine apical. La classification selon le nombre de couches, on voit ici épithélium simple A, B et C. Une seule couche cellulaire repose sur la lame basale. Ou bien épithélium stratifié, c'est-à-dire plusieurs couches cellulaires juxtaposées les unes sur les autres comme vous voyez, et la couche la plus profonde repose sur la lame basale. Encore, nous avons un troisième type des épithéliums qui s'appelle l'épithélium pseudo-stratifié. Pseudo-stratifié, en réalité, c'est un épithélium simple, mais il possède quelques caractéristiques intermédiaires entre simple et stratifié. On va voir ça plus tard. Encore, la deuxième critère, comme j'ai dit, c'est la forme des cellules. Comme vous voyez ici, ce type, c'est un épithélium pavimenteux simple, c'est-à-dire les cellules ont la forme d'un pavé et sont hautement jointives. Deuxième catégorie, deuxième type des épithéliums simples, les épithéliums cubiques, où toutes les cellules ont la forme d'un cube, même taille, noyau sphérique, et toutes les cellules reposent sur la lame basale qui est en noir ici. Finalement, le troisième type, épithélium cylindrique simple, où la hauteur de la cellule est plus importante que sa largeur. Toutes les cellules ont la même forme et les noyaux se trouvent au même niveau. Pour l'épithélium stratifié, comme vous voyez ici, la couche la plus profonde, ces cellules ont la forme cubique. Mais en s'éloignant vers le haut, on voit que la forme des cellules varie. Et surtout la couche superficielle ici, comme vous voyez, elle est pavimenteuse. Donc, comment on classifie cet épithélium? On dit c'est un épithélium stratifié car il est composé de plusieurs couches et il est pavimenteux car la couche superficielle, elle est pavimenteuse. Donc, pour les épithéliums stratifiés, on utilise la forme de la couche superficielle pour Commençons tout d'abord avec les épithéliums simples. On va voir en détail les trois épithéliums simples, c'est-à-dire les pavimenteux, les cubiques et les cylindriques. Elles sont constituées d'une seule couche de cellules et cette couche cellulaire repose sur la lame basale. On dit toutes les cellules reposent sur la lame basale. Ensuite, le pôle apical de toutes les cellules encore, il est en contact avec la lumière de la cavité qu'il borde. Ces épithéliums sont fragiles, c'est-à-dire ne supportent pas les forces de friction ou bien les pressions, car ils sont composés d'une seule couche. Donc, sont localisés à l'intérieur de notre organisme, sont situés loin de la surface, sont situés dans les endroits où il n'y a pas de pression ou de forces physiques. Quelles sont les fonctions des épithéliums simples? Les épithéliums simples sont spécialisés dans 1. Absorption ou sécrétion. Ici, si vous voulez, on met cubique simple ou cylindrique simple. Deuxième fonction, c'est la diffusion sélective ou bien la filtration. Cette fonction est une fonction spécifique pour l'épithélium pavimenteux simple. Donc, épithélium cubique simple ou cylindrique simple, leur fonction est absorption ou sécrétion. Pavimenteux simple, sa fonction est la diffusion sélective ou bien la filtration, car l'épithélium pavimenteux simple possède une perméabilité importante. On commence avec le premier épithélium simple, l'épithélium pavimenteux simple. Comme vous voyez ici dans la figure, les cellules ont la forme d'un pavé et sont hautement jointives, et il faut ajouter que les cellules sont minces, c'est-à-dire de faible épaisseur,
Leur noyau, comme vous voyez, est allongé. Les cellules reposent sur la lame basale. Sous la lame basale, il ne faut pas oublier que nous avons un tissu conjonctif. Maintenant, où se trouve dans notre organisme l'épithélium pavimenteux simple? Nous avons trois exemples ici. 1. Mésothélium. 2. Endothélium. Si vous vous souvenez, nous avons parlé la dernière fois du mésothélium, des mésothéliums et de l'endothélium. Donc, ces deux types d'épithélium de revêtement sont pavimenteux simples. Ce sont des épithéliums de très faible épaisseur. Troisième exemple qui nous intéresse, c'est l'épithélium au niveau des alvéoles pulmonaires. Au niveau des alvéoles pulmonaires, à l'intérieur des poumons, la fonction des alvéoles pulmonaires, c'est l'échange gazeux. Donc, ici, l'épithélium pavimenteux simple, au niveau des alvéoles pulmonaires, possède une perméabilité élevée. Conclusion, la fonction ou bien les fonctions filtration, diffusion et osmose, c'est pareil, la même chose, diffusion et osmose. Donc, on peut dire que ces fonctions, cet épithélium possède une perméabilité importante, ce qui facilite la filtration, le phénomène de filtration, phénomène de diffusion et d'osmose. L'osmose, c'est la diffusion de l'eau. On dit diffusion, par exemple, diffusion du gaz au niveau des poumons. Dans d'autres endroits, au niveau du rein, par exemple, au niveau du tube rénal, on parle d'osmose car là-bas, il y a diffusion de l'eau. Ici, on voit juste un schéma pour montrer la forme des cellules endothéliales. Comme vous voyez ici, au niveau de l'endothélium, ça c'est un vaisseau sanguin. Les cellules endothéliales ici ont la forme pavimenteuse. Elles sont hautement jointives et sous les cellules ici en bleu, c'est la lame basale. Les mésothéliums, pardon. Encore les mésothéliums, ce sont des tissus épithéliales pavimenteux simples. Maintenant, deuxième type des épithéliums simples, les épithéliums cubiques simples. La première différence, c'est la forme des cellules. Ici, les cellules ont la forme d'un cube. Toutes les cellules ont la même forme. Toutes les cellules reposent sur la lame basale. Toutes les cellules, leur domaine apical est en contact direct avec la lumière de la cavité où se trouve. Ici, on ajoute que le noyau est sphérique. Le noyau est sphérique et central encore. Cellules encore sont serrées les unes contre les autres. C'est évident, toutes les cellules épithéliales sont serrées les unes contre les autres. Mais leur fonction, on voit, ont une fonction d'absorption ou de sécrétion. Donc, les épithéliums cubiques simples et les épithéliums cylindriques simples ont des fonctions d'absorption ou de sécrétion. C'est-à-dire, les épithéliums cubiques simples et cylindriques simples, on les retrouve à la surface des ovaires, rôle sécrétion, et dans les canaux excréteurs de certaines glandes exocrines. C'est-à-dire quoi, canaux excréteurs, on verra ça plus tard. محل هيدي كلها فينا نقول se trouve au niveau de أو chez certaines glandes. Par exemple, les épithéliums cubiques simples se trouvent chez certaines glandes. Et là-bas, la fonction, c'est la sécrétion. Finalement, le dernier épithélium simple, c'est l'épithélium cylindrique simple. Comme vous voyez les cellules, la hauteur de la cellule est plus importante que sa largeur. Leur hauteur est plus grande que leur largeur. Les noyaux, tous les noyaux sont situés au même niveau. Et ce niveau est en général dans le pôle basal, c'est-à-dire proche de la région basale. Pas seulement le noyau et les autres organismes sont toujours situés dans la partie inférieure de la cellule. Quelles sont les fonctions des épithéliums cylindriques simples ont des fonctions d'absorption et ou bien de sécrétion. Ici, absorption ou sécrétion, pas et sécrétion. Exemple, pareil comme l'épithélium cubique simple. Au niveau, on trouve
on trouve cet épithélium par exemple au niveau de l'estomac ou bien dans certaines glandes, chez certaines glandes. Encore au niveau de l'épithélium cylindrique simple, parfois on trouve des différenciations. Comme vous vous souvenez, on classifie les épithéliums selon trois critères: la forme des cellules, le nombre des couches et parfois la présence des différenciations dans le domaine apical. Les différenciations dans le domaine apical existent dans l'épithélium cylindrique. Dans ce cas ici, jusqu'à maintenant, on parle de l'épithélium cylindrique simple. Plus tard, on parlera de l'épithélium pseudostratifié. Donc, les différenciations sont un, microvillosité ou bien des cils. On dit épithélium cylindrique simple à microvillosité. Ce type des épithélium cylindrique simple se trouve au niveau des intestins. Comme vous voyez, les microvillosités, ce sont des prolongements au niveau du domaine apical. C'est-à-dire le domaine apical n'est pas rectiligne, mais il est ondulé. Le but et chaque structure ici s'appelle microvillosité. Le but, c'est d'augmenter la superficie du domaine apical au niveau de l'intestin. Pourquoi? Pour augmenter le contact avec les aliments au niveau de l'intestin, pour augmenter, c'est-à-dire la capacité d'absorption des aliments. Donc, quel est le rôle des microvillosités? C'est l'absorption au niveau de l'intestin. Comme vous voyez ici, quelle est la forme ou bien quelle est l'allure de ce domaine ou de ces domaines, car nous avons plusieurs cellules ici. Cette structure ou bien cette forme ou bien cette allure ici s'appelle bordure en brosse ou bien plateau strié. Donc, l'épithélium cylindrique simple au niveau de l'intestin contient des microvillosités. En microscope optique, cet épithélium a l'aspect d'une bordure en brosse ou bien un plateau strié. Brosse يعني مشط يعني مثل اسنان المشط. Donc c'est le plateau strié ou bordure en brosse. Le but, c'est d'augmenter la superficie pour augmenter l'absorption des nutriments. Ensuite, deuxième différenciation, deuxième type des épithéliums cylindriques simples s'appelle épithélium cylindrique simple cilié. Le domaine apical ici contient des cils, s'appellent les cils vibratiles. Les cils vibratiles sont 10 fois plus longs que les microvillosités. Et ce type des épithéliums se trouve par exemple au niveau de l'appareil respiratoire, dans la partie supérieure de l'appareil respiratoire. Même chose à l'intérieur des poumons. Nous avons dit qu'à l'intérieur des poumons, au niveau des alvéoles pulmonaires, nous avons épithélium pavimenteux simple. Dans la partie supérieure de l'appareil respiratoire, on trouve épithélium cylindrique simple cilié. Et les cils sont mobiles. On va voir maintenant dans les diapositives à venir le rôle des cils. Donc, nous avons deux différenciations dans le domaine apical chez les épithéliums cylindriques simples, les microvillosités et les cils vibratiles. Microvillosités, rôle absorption des nutriments. Cils vibratiles sont mobiles et on verra quel est le rôle de cette mobilité. Ici, nous avons deux exemples d'épithélium cylindrique simple. Tout d'abord, en haut, épithélium cylindrique simple non cilié, mais le domaine apical, comme vous voyez ici, possède des microvillosités. Comme vous voyez ici, a l'aspect d'une bordure en brosse ou bien un plateau strié. C'est l'intestin, au niveau de l'intestin. Les microvillosités, comme nous avons dit avant, augmentent la surface, augmentent le contact avec les aliments, ce qui augmente la quantité d'aliments absorbés. Regardez les noyaux. Les noyaux se trouvent au même niveau, mais dans la partie basale de la cellule. Et ici, la couleur jaune, entre les cellules épithéliales cylindriques, nous avons cette cellule. C'est une cellule glandulaire, s'appelle cellule caliciforme.
Donc ici, nous avons deux types de cellules. Les cellules épithéliales cylindriques et les cellules glandulaires. Les cellules glandulaires sécrètent à la surface le mucus. Par exemple, la cellule caliciforme, c'est une cellule glandulaire qui sécrète à la surface de l'épithélium le mucus. Les épithéliums muqueux, nous avons dit pourquoi ça s'appelle épithélium muqueux, car leur surface contient de mucus. D'où vient le mucus? Des cellules caliciformes. Deuxième type d'épithélium cylindrique simple, c'est un épithélium cylindrique simple cilié. Se trouve au niveau de l'appareil génital, au niveau des trompes utérines. Les cils ici sont mobiles. Et quel est le rôle, quel est l'intérêt de la mobilité des cils? Ici encore, on trouve des cellules caliciformes qui sécrètent le mucus à la surface. Donc, le mucus est à la surface ici. Ensuite, les cils vibratiles, les cils mobiles, en se déplaçant, font déplacer le mucus sur tout l'épithélium, sur toute la surface de l'épithélium cylindrique simple. Donc les cils vibratiles, leur fonction, c'est le déplacement du mucus. Le mucus dérive des cellules caliciformes. Un exemple au niveau des trompes utérines. On peut donner un autre exemple, partie supérieure de l'appareil respiratoire. Au niveau de la partie supérieure de l'appareil respiratoire, pareil, on peut faire le même schéma. Cellules cylindriques, épithélium simple. Entre les cellules, nous avons des cellules caliciformes qui sécrètent les mucus. Et au niveau du domaine apical des cellules cylindriques, il y a des cils mobiles qui font déplacer le mucus. Comme j'ai dit avant, les cils vibratiles sont 10 fois plus longs que les microvillosités. On les trouve au niveau qu'on voyait ici, l'épithélium bronchique, la partie supérieure de l'appareil respiratoire, et encore épithélium des trompes utérines. Rôle, déplacement des sécrétions muqueuses. À la place des sécrétions muqueuses, on peut mettre déplacement du mucus. Maintenant, l'épithélium pseudo-stratifié. Pseudo, c'est-à-dire faux. Épithélium faux stratifié. Pourquoi ça s'appelle comme ça? On va voir. Tout d'abord, les cellules dans cet épithélium sont des cellules cylindriques. Donc, l'épithélium pseudo-stratifié est un épithélium cylindrique. Toutes les cellules de l'épithélium pseudo-stratifié reposent sur la lame basale en une couche simple. Encore, on peut conclure que l'épithélium pseudostratifié, c'est un épithélium simple, cellule cylindrique. Bien sûr, simple, c'est-à-dire toutes les cellules reposent sur la lame basale. Donc, cette caractéristique ici, c'est pareil comme l'épithélium simple. Maintenant, quelle est la différence avec l'épithélium simple? Les noyaux sont situés à des hauteurs variées. L'épithélium simple, cylindrique simple, les noyaux se trouvent sur la même hauteur. Ici, comme vous voyez en bas, les noyaux se trouvent à des hauteurs variées. Et cette caractéristique nous laisse penser que c'est un épithélium stratifié. Mais en réalité, c'est un épithélium simple. Simple car toutes les cellules, comme vous voyez ici, toutes les cellules reposent sur la lame basale. Encore une autre caractéristique, les cellules, comme j'ai dit, sont des cellules cylindriques, mais certaines cellules sont de petite taille, sont courtes et n'atteignent pas la lumière de la cavité ou la lumière de l'organe. Par exemple, toutes les cellules reposent sur la lame basale, mais il y en a des cellules courtes qui n'atteignent pas la lumière. Alors, des cellules courtes, avec le temps, vont augmenter de taille, vont donner ici aux cellules de grande taille, ou des cellules de grande taille, finalement vont mourir pour être remplacées.
La fonction ou bien les fonctions de l'épithélium pseudostratifié, exactement pareil comme la fonction de l'épithélium cylindrique simple, sécrétion ou absorption, se retrouvent au niveau des voies respiratoires supérieures ou à côté de l'épithélium cylindrique simple. L'épithélium pseudostratifié se trouve à côté de l'épithélium cylindrique simple dans l'appareil respiratoire et a exactement la même fonction. Mais la différence que les cellules sont de taille différente. Il y en a des cellules de grande taille et des cellules de petite taille. Les cellules de petite taille n'atteignent pas la lumière de l'organe ou bien de la cavité. Maintenant, on va continuer avec les épithéliums pseudostratifiés. Exactement comme épithélium cylindrique simple dans l'appareil respiratoire qui contient entre ses cellules des cellules caliciformes, encore l'épithélium pseudostratifié dans l'appareil respiratoire entre ces cellules contient ou possède des cellules caliciformes sécrétrices qui sécrètent à la surface le mucus. Ensuite, les cils vibratiles qui se trouvent dans le domaine apical des cellules glandulaires vont se déplacer, vont bouger pour faire déplacer le mucus. Par exemple, cellule caliciforme sécrète le mucus et le mouvement des cils vibratiles va déplacer le mucus. Quand on tapisse la majeure partie des voies respiratoires supérieures et certains canaux de l'appareil reproducteur de l'homme, sa fonction sécrétion et transport de mucus. La sécrétion est assurée par les cellules caliciformes. Le transport de mucus est assuré par les cils vibratiles qui se trouvent dans le domaine apical des cellules épithéliales. Le domaine apical des cellules caliciformes هون ما عنده سيل لأنه هي مش سيلول epithélium de revêtement هي سيلول glandulaire ما عندها سيل فإذا السيلول voisine possède des cils هي بس الرول par exocytose va libérer le mucus et ensuite les cils vont déplacer ce mucus. Maintenant, les épithéliums stratifiés. Épithélium stratifié, c'est-à-dire plusieurs couches. Quel est le nombre de couches? Le nombre de couches est variable. 2 couches, 3 couches, 10 couches, etc. Enfin, le nombre de couches n'est pas fixe, mais 2 au moins. أقل شيء 2 couches. Par exemple, plusieurs couches des cellules superposées et sont hautement jointives. Les cellules, les couches sont fortement attachées les unes avec les autres. Seulement la couche la plus profonde repose sur la lame basale. Une seule couche repose sur la lame basale, la couche la plus profonde. Et la couche superficielle, la couche la plus superficielle, c'est-à-dire la couche de surface, elle est en contact direct avec la lumière de la cavité, avec la lumière de l'organe où se trouve. Où se retrouvent les épithéliums stratifiés? Dans les endroits qui subissent beaucoup de friction, dans les endroits qui subissent beaucoup de forces physiques. C'est-à-dire, ce sont des épithéliums résistants, qui résistent ou bien sont des épithéliums qui protègent les tissus sous-jacents. Ils sont résistants et capables de protéger les tissus sous-jacents. Exemple, l'épiderme. Par exemple, l'exemple le plus important des épithéliums stratifiés, c'est l'épiderme. Maintenant, comment on classifie ou comment on donne le nom ou bien les noms pour les épithéliums stratifiés? Leur appellation est attribuée en fonction de la forme des cellules de la couche la plus superficielle. Nous avons vu ça au début de cette séance, que l'épithélium stratifié, la couche ou bien les couches les plus profondes, les couches profondes, leurs cellules sont cylindriques ou cubiques, leur forme est variable, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers le haut, au niveau de la surface, la forme de la cellule ici, ou bien si la forme des cellules
de la couche superficielle est pavimenteux, la forme est pavimenteuse, on dit c'est un épithélium stratifié pavimenteux. Si la forme de la couche superficielle est cubique, c'est un épithélium cubique, et pareil si cylindrique. On commence avec le premier type des épithéliums pavimenteux stratifiés. Le premier type, c'est l'épithélium, comme j'ai dit, pavimenteux stratifié ou bien malpigien. C'est le plus abondant des épithéliums. فإذا أكثر épithélium موجود بجسمنا c'est l'épithélium pavimenteux stratifié. Ils sont observés dans les endroits qui s'usent beaucoup, c'est-à-dire sont observés dans les endroits qui subissent beaucoup de frictions, beaucoup de frottements, beaucoup de forces physiques. Où ces épithéliums sont renouvelés constamment, c'est-à-dire toujours on remplace les cellules des couches superficielles. Assure un rôle de protection. La seule fonction des épithéliums pavimenteux stratifiés c'est la protection. ما بنحكي عن absorption ولا عن sécrétion ولا rôle filtration ou bien osmose ou diffusion. La seule fonction ici c'est la protection. Protège les organes ou bien les tissus sous-jacents. La couche superficielle est pavimenteuse. C'est un épithélium pavimenteux stratifié, donc on regarde seulement la couche superficielle. Elle est pavimenteuse. Noyau arrondi. Par contre, les couches profondes, leurs cellules sont cubiques ou cylindriques. Par exemple, les couches profondes, leur noyau, leur forme est cubique ou cylindrique. Maintenant, la couche la plus profonde, on va parler maintenant de la couche la plus profonde, s'appelle couche germinale ou bien couche germinative. Cette couche, elle est composée, elle est constituée, elle est formée des cellules germinales, c'est-à-dire cellules souches, qui sont mitotiquement actives, c'est-à-dire ces cellules se multiplient activement. Quel est le but de la division ou bien de mitose au niveau de cette couche? Cette couche, en se divisant, en se multipliant, donne des nouvelles couches ou bien des nouvelles cellules pour les couches supérieures et ensuite, finalement, donne des nouvelles cellules de surface. Les épithéliums s'usent beaucoup, les épithéliums stratifiés, et nous avons besoin de renouveler constamment les cellules éliminées. Comment se fait le renouvellement des cellules ou bien de ces épithéliums? À partir de la couche profonde. L'épithélium pavimenteux stratifié se trouve par exemple au niveau de la cavité buccale. La cavité buccale subit beaucoup de frictions et de forces physiques quand on mange par exemple. Donc l'épithélium de la cavité buccale protège les autres tissus et protège la cavité buccale. Deuxième endroit ou deuxième type des épithéliums pavimenteux stratifiés, c'est l'épiderme, c'est-à-dire la couche superficielle de la peau. On dit ici c'est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. On ajoute kératinisé. On va voir dans la diapositive prochaine c'est quoi la kératine. Mais je veux dire que l'épiderme c'est l'épithélium pavimenteux stratifié le plus résistant. Car ce tissu subit beaucoup de frictions et de forces. Les cellules superficielles de l'épiderme sont très aplaties, sans noyau et organite. C'est-à-dire, les dernières couches de l'épiderme ont perdu leur noyau et leur organite et sont très aplaties. Et leur cytoplasme contient de la kératine. La kératine, quel est le rôle ou bien quelle est la fonction de la kératine? C'est augmente l'imperméabilité et donne plus de rigidité et de résistance pour le tissu. Donc, l'épiderme est plus résistant que les autres épithéliums pavimenteux simples car il est kératinisé. Et la kératine ou bien les dernières couches forment une couche ou une région imperméable, résistante,
protectrice et adaptée à la dessiccation. Parce que le milieu de l'atmosphère ou le milieu externe est plus sec que l'intérieur du corps, donc l'épiderme est adapté à ces conditions. Et ici, on parle de l'imperméabilité. L'épiderme est imperméable. Par contre, si on le compare avec l'épithélium pavimenteux simple, par exemple, de l'appareil respiratoire des alvéoles. Dans ce schéma, on voit l'épiderme. Regardez ici, c'est la couche la plus profonde, c'est la couche germinative qui est constituée, qui est composée des cellules souches qui se multiplient activement. Ici, nous avons beaucoup de divisions cellulaires. Sous cette couche, ici, nous avons la lame basale et en allant vers la surface, vers le haut, on voit les cellules cubiques ou bien cylindriques sont nucléées. Les cellules sont nucléées. En s'éloignant vers le haut, on voit que les cellules commencent à s'aplatir. On voit cellules plus minces, la taille, l'épaisseur de la cellule ou bien des cellules diminue. Et finalement, dans les dernières couches, regardez ici, les cellules perdent leur noyau et leur organite. Le cytoplasme chez ces cellules est rempli par la kératine. La kératine donne, comme nous avons dit, augmente l'imperméabilité, la résistance du tissu. Ici, une comparaison entre épithélium kératinisé, épithélium pavimenteux stratifié, malpigien kératinisé et non kératinisé. Comme vous voyez ici, il est plus épais. Les couches superficielles ici sont dépourvues de noyaux, sont des cellules aplaties, des cellules minces remplies, leur cytoplasme est rempli de kératine. Épithélium non kératinisé, comme j'ai dit avant, dans la cavité buccale par exemple, plusieurs couches, rôle de résistance, mais ne possède pas de la kératine. La couche profonde, comme j'ai dit avant, cellules germinatives qui sont méthodiquement actives. En jaune, ici on voit la lame basale et ensuite en bas, tout le jaune, le reste, c'est le tissu conjonctif sous-jacent. Maintenant, épithélium cubique stratifié. C'est un épithélium peu abondant, généralement 2 couches seulement. Pas comme l'épithélium pavimenteux stratifié, une dizaine de couches, ici seulement 2 couches. Rôle protection au niveau des canaux excréteurs des glandes sudoripares. Glandes sudoripares qui sécrètent le sueur au niveau de l'épiderme. Donc, canaux excréteurs, on va voir. Donc, on peut dire, on le retrouve chez certaines glandes. On le retrouve chez la glande ou bien chez les glandes sudoripares. Pareil pour l'épithélium cylindrique stratifié, c'est un épithélium rare, c'est-à-dire très peu. Dans notre organisme, nous avons très peu d'épithélium cylindrique stratifié. Les couches profondes sont faites des cellules irrégulières. Ici, c'est la forme, leur forme est irrégulière. La couche superficielle est faite des cellules cylindriques. Encore ici, le nombre de couches, 2 ou 3 couches seulement. Le rôle de ce tissu, rôle de protection ou de sécrétion. On trouve ce type dans une partie de l'urètre de l'homme ou encore chez certaines glandes. Maintenant, un type particulier des épithéliums stratifiés. Les épithéliums transitionnels s'appellent aussi urothélium, se trouve au niveau de l'appareil urinaire. C'est un épithélium, comme j'ai dit, stratifié particulier. Il est non cilié, ne possède pas de cils ni des microvillosités, c'est-à-dire ne possède pas de différenciation au niveau du pôle apical. Comme je dis, se trouve, tapisse les organes du système urinaire, exemple au niveau de la vessie. Ce tissu est soumis à d'importantes variations de pression interne et à des étirements considérables. C'est-à-dire, à l'intérieur de la vessie, ce tissu subit parfois des pressions ou des forces variables ou bien des forces importantes. Ces forces viennent de l'accumulation de l'urine dans la vessie. Quand l'urine s'accumule dans la vessie, ce liquide va exercer une pression, une force sur l'épithélium transitionnel. Et la réaction de l'épithélium transitionnel, les cellules de l'épithélium transitionnel s'aplatissent
et deviennent pavimenteuses. Par exemple, quand la vessie est remplie de l'urine, les cellules de l'épithélium transitionnel sont pavimenteuses, ou bien l'épithélium transitionnel est pavimenteux stratifié. Et quand la pression, quand la force disparaît, quand il n'y a pas de pression, les cellules redeviennent volumineuses, cubiques ou cylindriques. Donc, conclusion, l'épithélium s'appelle transitionnel car la forme de la couche superficielle est variable, varie selon la pression interne de l'appareil urinaire. Quand il y a une pression importante, les cellules deviennent pavimenteuses. Quand la pression disparaît, les cellules redeviennent cubiques ou cylindriques. Finalement, on a vu l'épithélium de revêtement. Les deux caractéristiques les plus importantes, renouvellement des épithéliums. Les épithéliums sont renouvelés constamment. Comment ce renouvellement est assuré? Est assuré par les cellules germinales ou les cellules souches. Ça s'appelle encore cellules de remplacement. Il ne faut pas oublier que les cellules souches ou bien les cellules germinales ou les cellules de remplacement occupent la couche la plus profonde chez les épithéliums stratifiés. Mais chez les épithéliums simples, ces cellules sont distribuées entre les cellules matures. Par exemple, stratifié, la couche la plus profonde qui repose sur la lame basale est composée de cellules souches ou cellules de remplacement ou cellules germinales. Mais chez les épithéliums simples, c'est-à-dire une seule couche, entre les cellules matures, nous avons les cellules souches. Encore deuxième caractéristique très importante, la perméabilité des épithéliums. Les épithéliums de revêtement peuvent être plus ou moins perméables. La perméabilité n'est pas la même, n'est pas pareille chez tous les épithéliums. Comme nous avons vu par exemple au niveau des alvéoles pulmonaires, la perméabilité est très élevée car nous avons là-bas un épithélium pavimenteux simple. Par contre, au niveau de l'épiderme, il n'y a pas c'est un tissu imperméable. C'est un épithélium pavimenteux stratifié, kératinisé. Donc la perméabilité n'est pas pareille. Encore un dernier mot concernant le renouvellement des épithéliums. Je veux dire que le renouvellement des épithéliums ne se fait pas à la même vitesse chez tous les épithéliums. Donc la vitesse ou le renouvellement cellulaire n'est pas pareil chez tous les épithéliums. Fichier Asramji. Maintenant, on commence avec la deuxième partie de ce chapitre, le deuxième groupe des épithéliums, les épithéliums glandulaires, c'est-à-dire les cellules spécialisées dans la sécrétion, c'est-à-dire les glandes exocrines et les glandes endocrines. Tout d'abord, quelques définitions. Comme les épithéliums de revêtement, les épithéliums glandulaires sont faits de cellules épithéliales jointives, c'est-à-dire les cellules au niveau des épithéliums glandulaires sont encore hautement jointives, possèdent des jonctions intercellulaires et encore possèdent une lame basale. Il y en a toujours la couche la plus profonde repose sur une lame basale. Mais elles sont spécialisées dans la sécrétion. On va parler عن absorption, voilà عن filtration, voilà عن protection. La seule fonction ici c'est la sécrétion. بنحط حد هون إذا بدكم. Les cellules sont cubiques ou cylindriques. Par exemple, l'épithélium glandulaire, toutes les cellules sont soit cubiques, soit cylindriques. Elles sont groupées en amas de formes et volumes variés. Les glandes n'ont pas la même forme ni la même taille. Les glandes peuvent constituer des organes identifiables à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire des glandes, des organes de grande taille comme le pancréas ou le foie, ou bien identifiables seulement à l'échelle microscopique. Exemple, dans la paroi des organes, exemple, glande aux cellules caliciformes. Et cellule, une seule cellule, mais c'est une glande. Oui, une glande exocrine. Maintenant, cellules glandulaires, cellules glandulaires, ce sont des cellules épithéliales mais spécialisées dans la sécrétion. نقول glandes هن مؤلفين من cellules épithéliales. بس cellules sécrétrices ما ضروري تكون cellule gland، ما ضروري تكون بالجلاند، لأنه في كتير autres cellules dans notre organisme possèdent cette caractéristique, cette fonction sécrétion.
toute cellule de nature épithéliale ou non qui exporte hors de son cytoplasme des molécules spécifiques qu'elle a synthétisées. Par exemple, les cellules dans tous les tissus qui synthétisent et sécrètent la matrice extracellulaire s'appellent cellules sécrétrices. بس ما بسميهم cellules glandulaires. Cellules glandulaires, c'est seulement les cellules épithéliales qui sont spécialisées dans la sécrétion obsédante, sont localisées dans les glandes exocrines et dans les glandes endocrines. Tout d'abord, le mode de formation des glandes, c'est-à-dire comment se forment les glandes. La formation des glandes commence durant l'embryogenèse, c'est-à-dire chez l'embryon avant la naissance, durant la différenciation, la maturation des tissus. En parallèle, se fait la formation des épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Comme vous voyez ici, c'est un épithélium de revêtement immature en cours de formation. En bas, en bleu, c'est un tissu conjonctif encore immature en cours de formation. هيدا الكونجونكتيف الإماتور بسميه tissu mésenchymateur أو mésenchyme. Épithélium de revêtement durant la différenciation, au cours de la différenciation de l'épithélium de revêtement, on voit ici quelques cellules décident de se différencier en glandes. Dans des endroits bien déterminés, dans des endroits bien déterminés, un groupe ou plusieurs groupes de cellules décident de se différencier en épithélium glandulaire. Ce petit groupe s'appelle bourgeon cellulaire. ولاحظوا toujours la lame basale se trouve sous les cellules épithéliales. شو بيصير هون؟ Ce groupe ou bien ces cellules se multiplient activement et s'enfoncent dans le mésenchyme, يعني dans le tissu conjonctif immature لأنه بنحكي chez l'embryon. فإذا ces cellules se multiplient, leur nombre et la taille de bourgeon augmente. Ensuite, ce bourgeon s'enfonce dans le mésenchyme, c'est-à-dire tissu conjonctif immature. Ensuite, ce groupe décide soit de se différencier de se développer en glande exocrine, soit en glande endocrine. Ce groupe cellulaire peut soit se transformer en glande exocrine, soit en glande endocrine. On va voir la différence entre les deux. Regardez ici. Ici, nous avons une glande exocrine. Cette glande est différenciée à partir de ce bourgeon. Comment? Dans cette couleur vert, le pistache, ce sont des cellules glandulaires sécrétrices qui sont différenciées à partir de ces cellules ici. Ensuite, la partie en haut s'appelle le canal excréteur. Le canal excréteur encore est dérivé de ces cellules en haut. Mais le canal excréteur a une fonction qui est la liaison entre partie sécrétrice ou bien cellule sécrétrice et épithélium de revêtement. Et des glandes exocrines. Pourquoi on l'appelle glande exocrine? Car la partie sécrétrice ici, les cellules glandulaires, déversent leurs produits ici. Le vide s'appelle la lumière de la glande. Les cellules glandulaires, les cellules sécrétrices déversent leurs produits dans la lumière de la glande. Ensuite, ce produit traverse le canal excréteur et expulsé et sécrété à la surface de l'épithélium de revêtement. Aïe glande qui excrète ou déverse son produit à la surface de l'épithélium de revêtement s'appelle glande exocrine. Il y a une sécrétion externe. Maintenant, glande endocrine, شوفوا هذا البرجون كيف تحول لغلاند endocrine. La glande endocrine décide de se séparer de l'épithélium de revêtement. Quand la glande ou quand le bourgeon
se sépare de l'épithélium de revêtement, c'est-à-dire quand la glande ou bien le bourgeon se détache, c'est-à-dire élimine, ne forme pas un canal excréteur ou élimine le canal excréteur. شو بيصير في عنا glande endocrine. شو هي الجلاند endocrine? Un groupe des cellules glandulaires épithéliales hautement jointives entourées d'une lame basale isolée dans le tissu conjonctif. بيكونوا معزولين قاعدين بقلب التيسيو conjonctif. ولاحظوا toujours la lame basale est présente. هون اللام بازال وهون اللام بازال. هيدا الفرق entre glande endocrine و glande exocrine. هلا ليش بسميهم endocrine؟ لأنه بما أنه هون encore nous avons perdu le canal excréteur, donc la sécrétion ne peut pas se faire à la surface de l'épithélium de revêtement. La sécrétion se fait directement, les glandes, ou bien la glande endocrine déverse le produit de sécrétion directement dans le sang. Par exemple, les glandes endocrines, ce sont des glandes à sécrétion interne. Endo, il y a une sécrétion interne. Interne, c'est-à-dire directement dans le sang. بنزيد le produit sécrété par les glandes endocrines s'appelle hormone. إذا هن بيفرزوا الهرمون. وبدنا نزيد آخر بوان. لاحظوا الفيسو sanguin. بنقول les glandes endocrines sont vascularisées. هيدي exception. نحن بأول الشابيتر قلنا les épithéliums sont non vascularisés. بنقول هلا tous les épithéliums sont non vascularisés sauf les glandes endocrines. إذا هلا عرفنا le mode de formation des glandes exocrines et endocrines. فإذا durant l'embryogenèse chez l'embryon, un groupe de cellules se multiplie et décide et forme un bourgeon. Ensuite s'enfonce dans le mésenchyme qui est tissu conjonctif immature et donne soit glande exocrine soit endocrine. Exocrine يعني عندها partie sécrétrice au canal excréteur. Glande endocrine seulement partie sécrétrice. هيدا ماشي نفس اللي حكيناه هلا comment se forment les glandes exocrines ou endocrines. Maintenant les glandes اتفقنا glandes exocrines c'est-à-dire glandes à sécrétion externe كل هيدا شفناه حكينا من شوي بس هون نرجع نذكركم فيهم déversent leurs produits de sécrétion dans le milieu extérieur soit à la surface de la peau إذا كانت هيدي الجلاند au niveau de la peau ou bien dans une cavité naturelle, c'est-à-dire au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac, au niveau de l'appareil urogénital, au niveau de l'appareil respiratoire. Glandes endocrines. Les glandes endocrines, ce sont des glandes à sécrétion interne, c'est-à-dire déversent leurs produits de sécrétion qui s'appellent hormones directement dans le sang, où les glandes endocrines sont vascularisées. Il existe des glandes amphicrines, c'est-à-dire exocrines et endocrines. Exemple foie au pancréas. هودي الجلاند amphicrine بنشوفهم بالاخر هي بتكون une partie de la glande exocrine et une partie endocrine. On commence avec les glandes exocrines. Dans les glandes exocrines, les cellules sont épithéliales bien sûr, et comme toutes les cellules épithéliales sont polarisées, c'est-à-dire on sait déjà c'est quoi la polarité quand on parle domaine apical, domaine basal, composition protéique du domaine apical et domaine basal n'est pas la même. Plus la composition du cytoplasme, la distribution des constituants du cytoplasme est asymétrique. Attirons une polarité morpho-fonctionnelle en rapport avec leur activité de sécrétion. On va voir. Le pôle apical qui borde la lumière, en la lumière de la glande, est pauvre en organite et il est le lieu de stockage des produits élaborés avant leur sécrétion. شو يعني؟ قصدنا هون انه le noyau et les autres organites sont accumulés dans le pôle basal dans la partie inférieure de la cellule. Par contre, le pôle apical, la région supérieure de la cellule, contient des vésicules, des grains. À l'intérieur de ces grains, شو في؟ les produits de sécrétion. يعني البرودوي اللي السيلول بدها تعمل لها sécrétion على برا.
Le pôle basal, اتفقنا أو حكينا من البريمير séance, repose sur la lame basale. Sous la lame basale في عنا الابيثيليوم في عنا التيسيو conjonctif. واتفقنا بالبول basal بيكون في عنا le noyau et les autres organites qui sont responsables de la synthèse du produit de sécrétion. Encore, في point très important, les cellules myoépithéliales contractiles, ce sont des cellules musculaires. بس هودي هم موجودين نشوف الشيما هيدي هون c'est une cellule هيدي هون une glande هيدي le canal excréteur شوفوا les cellules وهون عنا البارتي sécrétrice. لاحظوا الcellule de polarité est très claire ici, le noyau est proche du pôle basal. Ici, couleur noire, ce sont les graines de sécrétion se trouvent dans le pôle apical. L'organite المفروض موجودين هون à côté du noyau. Maintenant, couleur rouge, ce sont des cellules musculaires lisses, s'appellent cellules myoépithéliales. Parfois, les cellules myoépithéliales, مش دايما موجودين, parfois, les cellules myoépithéliales sont localisées entre les cellules sécrétrices, et de l'autre côté تحت الcellule myoépithéliale بيكون في la lame basale. Donc les cellules myoépithéliales sont localisées entre la lame basale et les cellules glandulaires. Quelle est la fonction de ces cellules? Ces cellules sont des cellules contractiles, se contractent. Et quand ces cellules se contractent, elles vont faire une pression, elles vont appliquer une pression sur les cellules glandulaires, ce qui va faciliter le déplacement du produit de sécrétion. Donc les cellules myoépithéliales sont des cellules contractiles. En se contractant, vont faire une pression sur les cellules glandulaires pour faciliter l'expulsion du produit de sécrétion. Maintenant, on va classifier les glandes exocrines. On va voir ici, on va utiliser plusieurs critères pour la classification. Tout d'abord, la première critère de classification, c'est le nombre des cellules. Nous avons des glandes exocrines unicellulaires, exception, et la majorité des glandes exocrines sont multicellulaires. La glande exocrine unicellulaire, c'est la cellule caliciforme. إذا متذكرينها وموجودة السلول caliciforme شوفوا وين اتفقنا هي موجودة بالابيثيليوم cylindrique simple ou épithélium cylindrique pseudostratifié. Là نحن بنقول pseudostratifié بس البسودوستراتيفيé هو encore simple mais possède quelques caractéristiques هي entre simple et stratifié بس هو simple. فإذا la cellule caliciforme se trouve au niveau de l'appareil digestif. فإذا cylindrique موجود l'appareil digestif. Au niveau de l'appareil respiratoire, appareil urinaire et reproducteur. Quel est le rôle de cette glande? C'est la sécrétion de mucus. Pour cela, tous ces épithéliums s'appellent épithélium muqueux. Maintenant, les glandes multicellulaires, plusieurs cellules, et ces cellules sont divisées en deux catégories. Première catégorie, c'est la partie sécrétrice, cellules ont beaucoup spécialisées dans la sécrétion, et la deuxième partie s'appelle le canal excréteur. Le canal excréteur joue le rôle de liaison, de lien, fait le lien entre la partie sécrétrice et l'épithélium de revêtement. Deuxième critère de classification est basé sur la forme du canal excréteur. Regardez ici, les glandes simples, la couleur jaune, c'est le canal excréteur. Quand le canal excréteur est non ramifié, la glande s'appelle glande simple. C'est-à-dire un seul canal excréteur, un canal excréteur non ramifié. Parce que le canal excréteur se termine soit par une partie sécrétrice simple, soit par une partie sécrétrice ramifiée. انتبهوا هيدا بنسميها glande simple. فإذا الكريتير هي مش إذا البارتي sécrétrice ramifiée. La critère de classification, c'est le canal. Si le canal est ramifié, on dit glande composée. Si le canal est non ramifié, c'est-à-dire glande simple. Deuxième groupe de glandes, selon la forme de leur canal excréteur, les glandes composées. Glandes composées, c'est-à-dire, regardez la couleur jaune. Si le canal excréteur est ramifié,
La glande s'appelle glande composée. Et chaque ramification se termine par une ou plusieurs parties sécrétrices. La glande composée, glande simple selon la forme du canal excréteur. Troisième Une troisième critère de classification, c'est la forme de la partie sécrétrice. La glande exocrine, partie sécrétrice, canal excréteur. Tout d'abord, glande exocrine acineuse si la partie sécrétrice a la forme sphérique. Glande tubuleuse si la partie sécrétrice a la forme d'un tube. Glande droite ou bien glande contournée. Troisième type de glandes exocrines selon la forme de leur portion sécrétrice, ce sont les glandes alvéolaires. Les glandes alvéolaires ressemblent aux glandes acineuses. Mais, la partie sécrétrice a la forme d'un sac, mais la lumière de la partie sécrétrice est large. Par contre, ici, la lumière de la partie sécrétrice et le diamètre du canal excréteur sont étroits, sont faibles. On trouve une lumière plus grande. Maintenant, la quatrième critère de classification, c'est selon la nature du produit de sécrétion. On divise les glandes exocrines en deux grandes catégories. La catégorie des glandes séreuses et des glandes muqueuses. Chez les glandes séreuses, le produit de sécrétion est une protéine. C'est une enzyme, c'est-à-dire que les glandes séreuses sont des glandes qui sécrètent des enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines. Et le produit de sécrétion est ici a un aspect aqueux, c'est-à-dire fluidité ou bien viscosité, pas de viscosité, exactement comme l'eau. Les glandes muqueuses, le produit de sécrétion s'appelle le mucus. C'est un produit visqueux, riche en glycosaminoglycanes au produit glycane. À sa place, on met riche en glucides, en polysaccharides. Le rôle du mucus, c'est la protection. Par exemple, les glandes séreuses sécrètent des enzymes, les glandes muqueuses sécrètent le mucus. Le mucus visqueux, l'enzyme sécrétée par les glandes séreuses sont fluides, ont le même aspect que l'eau. Ici, nous avons une comparaison entre une cellule muqueuse et une cellule séreuse. On commence tout d'abord avec la cellule séreuse. Le noyau est arrondi, proche du pôle basal. Par contre, chez la cellule muqueuse, le noyau est aplati et refoulé au pôle basal de la cellule avec le reste des organismes. Par exemple, les cellules muqueuses, les noyaux et les autres organismes sont mis dans la partie inférieure de la cellule. Le noyau a la forme aplatie. Ensuite, le cytoplasme apical, ici la région supérieure de la cellule séreuse, est sombre avec des granulations sombres. Sous le microscope optique. Sous le microscope optique, on voit le cytoplasme ici a un aspect sombre. Donc, car la lumière ne traverse pas facilement le cytoplasme de la cellule séreuse. Donc, au microscope, la cellule apparaît sombre. Ensuite, le pôle basal de la cellule séreuse est très riche en REG. Comme vous voyez ici, le réticulum endoplasmique granuleux, riche en mitochondries, ici les mitochondries. La mitochondrie, c'est l'organite où se fait la synthèse de l'énergie de l'ATP. Encore, appareil de Golgi très développé. Vous voyez ici l'appareil de Golgi. Pourquoi ici on parle de l'appareil de Golgi et du REG? Chaque cellule spécialisée dans la synthèse des protéines possède un REG. Elle est riche en REG et possède un appareil de Golgi très développé, car la synthèse des protéines à exporter ou à sécréter se fait dans le REG. La maturation de ces protéines se fait dans l'appareil de Golgi.
Quand une cellule est spécialisée dans la synthèse protéique, directement on dit cytoplasme très riche en REG, appareil de Golgi très développé. Maintenant, la cellule muqueuse, nous avons dit noyau aplati refoulé au pôle basal de la cellule. Le noyau et les autres organismes sont localisés dans la partie inférieure de la cellule. Les cellules sont de grande taille, comme vous voyez ici, la taille de la cellule est plus grande que celle de la cellule séreuse. Elles ont un cytoplasme rempli de grains de mucigène. Ici, les grains ou les vésicules de mucigène. La majorité de cytoplasme est remplie par ces grains. À l'intérieur de ces grains ou ces vésicules, nous avons le mucus. Ces cellules, la majorité de leur cytoplasme est occupée par les vésicules de mucigène qui sont remplies de mucus. Au microscope optique, le cytoplasme de cette cellule a l'aspect clair. On a l'aspect sombre car la lumière ne traverse pas le cytoplasme, ne traverse pas facilement. Une partie de la lumière passe. Ici, le cytoplasme est clair car la lumière traverse facilement les vésicules de mucigène. Et une comparaison entre les deux cellules. Maintenant, on va faire une comparaison entre les deux glandes. Ici, c'est une glande muqueuse et à côté, une glande séreuse. Comme vous voyez le noyau ici sphérique, dans la région inférieure, mais il n'est pas refoulé à la périphérie. Regardez ici, le noyau aplati est carrément dans la région proche ou bien en contact avec le noyau. Ici, la couleur jaune, ici, ce sont les vésicules ou les grains de mucigène qui occupent la totalité du cytoplasme. Comme vous voyez ici, seulement une partie, la partie supérieure du cytoplasme, le pôle apical, contient ces grains de couleur noire, les grains de sécrétion qui sont remplis par des enzymes. Maintenant, une comparaison, regardez ici la lumière de la glande. La lumière de la glande muqueuse est plus importante que celle de la glande séreuse. Encore, le canal excréteur, le diamètre du canal excréteur ici est plus important car le produit visqueux sécrété par les cellules muqueuses a besoin d'une lumière large et un canal excréteur large pour circuler et passer à l'extérieur. Par contre, la glande séreuse possède une lumière faible et un canal excréteur encore de faible diamètre. Les cellules limitent une lumière à peine visible au microscope optique. La lumière à peine visible, يعني شوف de faible diamètre. Le produit de sécrétion ici est d'aspect aqueux, يعني مثل المي, ما عنده viscosité importante, donc le produit sécrété par les glandes séreuses peut facilement circuler à travers le canal excréteur de faible diamètre. La sécrétion ne se fait par exocytose. Maintenant, glandes séreuses ou muqueuses. Encore, il existe dans notre organisme des glandes mixtes, à la fois séreuses et muqueuses. Exemple, glandes sous-maxillaires au niveau de la cavité buccale qui sécrètent un mélange des deux. Encore, il existe plusieurs glandes qui sont ni séreuses ni muqueuses, sécrètent un produit qui n'est ni enzyme ni mucus. Exemple, glande sudoripare qui sécrète le sueur ou bien glande sébacée qui sécrète le sébum, voilà. Dernier critère de classification pour les glandes exocrines selon le mode d'excrétion. يعني كيف السيلول libère le produit de sécrétion à l'extérieur. طبعا هنشوف في trois modes d'excrétion بس في un mode d'excrétion هو le principal chez la majorité والباقيين بيكونوا minorité. Premier groupe, ce sont les glandes exocrines qui s'appellent mérocrines. Ces glandes sécrètent leurs produits par exocytose. C'est le cas le plus fréquent. C'est le cas de la majorité des glandes dans notre organisme. Nous plusieurs exemples. Parotide, pancréas, glande mammaire. Comment se fait la sécrétion? Comme vous voyez ici, les vésicules de sécrétion s'accumulent dans le pôle apical. Ensuite, ces vésicules fusionnent avec la membrane cytoplasmique et par exocytose libèrent le produit dans la lumière de la glande et ensuite circulent à travers le canal de la glande.
sécrétion par exocytose. Deuxième mode de sécrétion, s'appelle les glandes apocrines. Apocrines, ces glandes accumulent le produit de sécrétion dans le pôle apical et ensuite tout le pôle apical se détache et éliminé et jeté dans la lumière de la glande et ensuite dans le canal. فإذا اللي بتعمله هون السيلول accumule le produit de sécrétion dans le pôle apical. Ensuite كل البول apical بتفكها وبتزتها بالlumière de la glande et ensuite à travers le canal excréteur. Exemple, où la cellule reste vivante. Ensuite, la cellule remplace la partie éliminée. ترجع بتصنع partie جديدة, partie apicale. Exemple, les glandes mammaires. شوف عندنا الجلاند mammaire apocrine ou glande mammaire mérocrine. كيف هيدي؟ Les glandes mammaires sécrètent plusieurs produits. Le lait est un mélange protéique, lipidique, glucidique. Une partie des glandes mammaires qui sécrètent les protéines sécrètent par exocytose. Deuxième partie, exemple, la partie qui sécrète lipides utilise la méthode l'apocrine. Finalement, troisième mode de sécrétion, les glandes holocrines. Glandes holocrines, ici, l'exemple, les glandes sébacées qui sécrètent le sébum. Qu'est-ce qui se passe chez ces glandes? La cellule ici ou bien les cellules sécrétrices accumulent le produit de sécrétion dans tout le cytoplasme. Accumule le produit de sécrétion dans tout le cytoplasme. Ensuite, la cellule subit une dégénérescence. Ici, la cellule se détache, quitte les cellules voisines et passe dans la lumière de la glande. Ensuite, dans la lumière de la glande, il y a une destruction de la membrane cytoplasmique. La cellule suit une dégénérescence, se détache des cellules voisines, passe dans la lumière de la glande. Ensuite, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique se dégrade et tout le produit, tout le contenu du cytoplasme est libéré dans la lumière de la glande, ensuite traverse le canal excréteur et sera expulsé à l'extérieur. هودي les trois modes de sécrétion. اتفقنا المود البرنسيبال utilisé par la majorité des glandes هو الميروكرين. هلا هون بتقولوا لنا انه كيف السيلول هون بس تعمل détachement et libérer في qui remplace la cellule. Toujours مثل ما حكينا بالابيثيليوم de revêtement في عنا cellule germinale ou cellule souche, cellule de renouvellement. Pareil ici nous avons des cellules de renouvellement qui se multiplient pour remplacer les cellules mortes ou pareil chez les autres.